Aujourd'hui, on va démystifier le fonctionnement interne des composants de Kubernetes. D'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Denis Germain, je suis Site Reliability Engineer chez Deezer. Je tiens aussi un blog tech et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que les slides ainsi que les liens importants sont sur le blog. Donc vous pouvez aller tout récupérer et vous pourrez tout refaire à la maison. Et vous pouvez me suivre sur les divers réseaux sociaux. Ok, donc le but d'aujourd'hui, ça va être vraiment de démystifier le fonctionnement de Kubernetes. Mais avant ça, je vais vous poser quelques questions pour vérifier que vous êtes bien réveillés. Je vais commencer par la plus difficile. Qui dans la salle ne sait pas ce qu'est un conteneur? Il n'y a pas de mal. Je vais redéfinir un petit peu les notions. Donc s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, c'est vrai, tout le monde connaît les conteneurs. Un peu plus dur, qui a déjà utilisé Kubernetes? Ok. En production? Ouais. Alors, la dernière des dernières questions. Qui a déjà déroulé le tutoriel de Kelsey Hightower, Kubernetes the Hard Way? Ah, personne. Ah, c'est marrant. J'aurais pensé, vu la quantité de gens qui ont fait du Kubernetes, j'aurais pensé que quelqu'un l'aurait fait. Alors, on va pas refaire ça aujourd'hui. C'est une version beaucoup plus simpliste et plus simple et mieux expliquée de Kubernetes the Hard Way, mais grosso modo, l'idée est la même. Donc pour revenir très rapidement sur les concepts, vu que vous connaissez tous ce qu'est un conteneur, pendant très longtemps, ce qu'on a dit des conteneurs, c'est que c'était des processus Linux, c'était pas des petites VM. Il y avait tout un flou autour de qu'est-ce qu'était un conteneur, et pendant longtemps, quand on disait un conteneur, on pensait à un conteneur Linux, donc encapsulé dans des C-groupes et des namespaces. Je trouve que cette définition, elle a un peu vécu. Et j'aime à dire aujourd'hui qu'un conteneur, c'est une boîte. C'est une boîte qui va contenir effectivement un processus, qui va être exécuté par un runtime, qui va être isolé des autres processus de notre hôte. Donc on garde cette notion un petit peu d'isolation quand même. Mais ça ne va pas forcément être un conteneur Linux ou un conteneur Docker, comme on peut le dire parfois par abus de langage. Parce qu'aujourd'hui, sur nos clusters Kubernetes, ou même tout court, on est capable de faire fonctionner tout un tas de types de conteneurs différents. On va avoir des micro-VM, on va même carrément pouvoir faire tourner des vrais VM, on va pouvoir faire tourner des conteneurs sur Windows. Et oui, hein, la dernière fois que j'ai trollé sur Windows et Kubernetes, je me suis fait rattraper par la patrouille. On va faire tourner du Wasm, hein. Il y a des travaux qui sont en cours pour faire tourner des conteneurs Wasm, comme en parlait ce matin Sébastien, dans Kubernetes. Donc voilà, un conteneur, c'est juste une boîte. Kubernetes, c'est quoi? Là encore, je ne vais pas trop prendre de temps puisque vous connaissez bien. Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs. Le premier problème que j'ai eu quand des développeurs sont venus me voir autour de 2015 pour me dire Denis, c'est génial, on a des conteneurs, tiens, vas-y, débrouille-toi. J'étais là, vous êtes gentils les gars, qu'est-ce que j'en fais de votre truc? Moi, des serveurs, j'en ai des dizaines. Je ne vais pas m'amuser à prendre votre conteneur Docker et à le mettre sur la machine 1, la machine 2, la machine 3. Moi, il me faut un outil qui est capable de gérer une flotte de machines, qui va être capable de dire tel conteneur va à tel endroit, et si cette telle machine ne répond pas, on la redémarre ailleurs. Kubernetes, c'est un outil qui a été inspiré d'un outil interne de chez Google, qui a été open sourcé et très vite donné à la CNCF, qui est un spin-off de la Linux Foundation. Et c'est devenu le standard de facto quand on parle d'orchestration de conteneurs. Il y a eu une petite guéguerre pendant, allez, 2 ans à peu près, entre Mesos Marathon, Docker Swarm et Kubernetes. Et c'est Kubernetes qui a gagné. Et maintenant, on rentre dans le dur. Pourquoi je vais vous parler de Kubernetes aujourd'hui et pourquoi je vais vouloir démystifier le fonctionnement interne? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent Kubernetes, qui déploient des applications dessus, qui font tourner de la prod, vous en êtes la preuve. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça marche à l'intérieur. Pour eux, c'est un petit peu magique. Quand ils parlent de Kubernetes, ils ont un peu des étoiles dans les yeux, des petites paillettes. Et moi, mon but, je vais arriver avec un gros bulldozer, je vais casser tout ça et je vais vous montrer qu'en fait, derrière, c'est très simple. Alors, Kubernetes, c'est quand même cool, hein, je l'ai déjà dit, ça nous permet de rajouter de la haute disponibilité à nos applis, c'est extensible, on va pouvoir rajouter des API. On va pouvoir gérer donc notre infra comme du code, même si c'est du YAML.
Et on va pouvoir gérer le cycle de vie de nos applications et leur mise à l'échelle. Dans les notions Kubernetes, vous allez m'entendre parler alternativement de nodes ou de workers. Grosso modo, c'est les serveurs qui vont faire tourner nos conteneurs dans des pods. Et le pod, la notion dans Kubernetes, on va voir si la technique fonctionne. Ouais. Et donc du coup, notre pod, donc c'est un ensemble de conteneurs. Regardez mes talents de dessinateur. Les petites boîtes, c'est des conteneurs qui vont potentiellement avoir 0, 1 ou plusieurs volumes et une adresse IP. Donc ça, c'est l'unité de compute de Kubernetes, c'est ça qu'on va manipuler. Et donc du coup, depuis tout à l'heure, je vous parle de déployer des applications, mais comment on fait pour déployer une application dans Kubernetes? Ben, grosso modo, il va falloir qu'on interagisse avec des API, et le minimum dont on va avoir besoin pour déployer une application réellement dans Kubernetes, c'est ces 3 API-là. Je pars du principe qu'on veut déployer une application web. Donc du coup, on va avoir besoin d'une API qui s'appelle l'API Deployment, qui va nous contenir les informations de quel conteneur on veut faire tourner, grosso modo c'est ça, et combien de réplicas on veut. Comme on va avoir plusieurs réplicas, on va vouloir les mettre derrière un load balancer. Donc notre load balancer dans l'API qui sert à ça dans Kubernetes, ça va être le service qui va prendre en entrée une IP, un port, et en sortie une liste de back-end via des labels. Et la troisième, ça va être l'API Ingress, qui est l'équivalent d'un reverse proxy, et qui va donc permettre d'avoir un point d'entrée unique sur notre cluster, de récupérer les requêtes HTTP entrantes, regarder le header host et rediriger vers le bon service et donc après les bonnes applications. Ça, c'est pour la théorie. Maintenant, en pratique, si j'ai envie de déployer cette fameuse application, ça représente quoi en YAML? Puisque c'est majoritairement avec du YAML qu'on va interagir avec notre cluster Kubernetes. Et donc, du coup, ça donne ça. Donc, on a un deployment avec nos labels, notre nombre de réplicas, l'image qu'on va utiliser. On a un service qui est notre load balancer, donc avec un port d'entrée, un port de sortie et notre sélecteur. Et un ingress qui va définir un host et un chemin et un backend. Donc avec ces 3 fichiers YAML, je vous l'accorde, c'est un petit peu herbeux, on est capable d'avoir une application qui va être hautement disponible, déployée sur nos clusters, c'est super cool. On est très content. Mais ça, depuis tout à l'heure, je vous dis que je vais démystifier le comportement de Kubernetes. Ça ne nous dit pas comment ça marche. Ça ne nous dit pas comment, sous le capot, qu'est-ce qui se passe si jamais je lance ces manifestes YAML, qu'est-ce qui va arriver sur ma machine. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on joue ensemble à un petit jeu. On va déployer un petit serveur web que j'ai écrit en V à l'arrache dans le train entre Paris et Lyon, Lille. On n'est pas à Lyon, à Lille, pardon. Et puis comme je suis un petit rigolo, j'ai décidé qu'on allait déployer la version alpha 1 de la 1.29 de Kubernetes qui est sortie il y a 15 jours et qui est une alpha 1. Donc il y a toutes les chances que ça pète. C'est par l'amour du risque. Et je vous avais promis, le code est disponible sur GitHub si jamais vous voulez refaire ce qu'on va faire aujourd'hui pour pouvoir vous amuser. Oui, encore un petit truc à dire. Ok, donc qu'est-ce qu'on va déployer? La première chose que je vous ai dit, c'est que Kubernetes, c'était grosso modo un ensemble d'API qui va nous permettre d'abstraire de l'infra. Donc nécessairement, qui dit API, dit à un moment donné, il y a bien un serveur d'API. Le serveur d'API, c'est celui qui centralise les API. Il est extensible, on peut lui en rajouter. Par défaut, il y en a une cinquantaine. Et ce sont toutes des différents types d'abstraction de notre infra qui va nous permettre de gérer donc notre infra comme du code. J'ai pris la doc officielle sur le côté là. Je vous ai listé une partie, il n'y a même pas tout, des API pour faire tourner des workloads. Donc on revoit le pod dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a le deployment, il y a des jobs, il y a des cron jobs, il y a des daemon sets, il y a plein de trucs. Mais voilà, donc ça, des API, on en a à minima une cinquantaine. Et donc, évidemment, si j'ai un serveur d'API, je lui envoie des YAML, à un moment donné, il faut bien les persister, cet état souhaité du cluster.
Donc du coup, on a besoin d'une base de données. Et donc le deuxième composant dont je vais avoir besoin pour faire fonctionner Kubernetes, c'est une base de données etcd. Ils ont choisi etcd parce que c'est un binaire relativement simple. C'est une base de données clé-valeur qui a l'avantage d'utiliser un protocole qui s'appelle Raft pour la fault tolerance et qui est distribué. Donc ça permet ça permet d'avoir une base de données clé-valeur simple et qui permet de stocker les valeurs de nos manifestes YAML. Et donc maintenant, c'est l'heure de la démo. Et si vous avez cette ref, vous êtes vieux. Donc là, on passe dans la partie un peu rigolote, qui commence bien déjà. Je me suis fait jeter. Du live coding. Est-ce que c'est écrit assez gros? Ouais, même au fond de la salle, vous arrivez à peu près à deviner? Ok. Donc là, je suis sur une machine virtuelle que j'ai commandée chez un cloud provider, peu importe. Vous pouvez faire tourner ça sur un Raspberry Pi, ça marche aussi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petites choses quand même pour nous gagner du temps. Avant de venir, donc j'ai cloné le dépôt Git. D'accord. Je vais tout de suite lancer. Donc visiblement, j'ai fait un petit peu trop de nettoyage. C'est pas grave. On va le faire tourner et je vais discuter en attendant. Ok. Donc là, il est en train de. Ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de télécharger tout un tas de trucs, des archives qui contiennent nos binaires, tous nos prérequis. Et pour gagner du temps, j'ai tout mis dans des scripts. Donc celui que je viens de lancer, il s'appelle prerex.sh. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il va chercher, hop, je vous ai pas menti, il va chercher la version de Kubernetes 1.0 alpha 1, une version de TCD. Tout ça, c'est toutes les dernières versions. J'ai tout mis à jour avant de venir. Voilà, on va chercher Helm, on va chercher tout un tas de trucs qui nous serviront plus tard. On crée des dossiers. Et à la toute fin, ce qu'on fait, c'est qu'on lance un autre script qui s'appelle gencerts. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans Kubernetes, la totalité des flux entre les différents composants sont chiffrés. Donc nécessairement, ça veut dire qu'on a besoin de certificats. Et on va pas se mentir, générer des certificats, c'est un peu pénible. C'est pas hyper intéressant. Donc du coup, j'ai tout automatisé là-dedans dans un script. C'est d'ailleurs une grosse partie du tutoriel est assez pénible. Kubernetes The Hard Way de Kelsey Hightower. On passe notre temps à générer des certificats. Pour faire simple, je vais utiliser le même certificat pour tous les composants. Ne faites surtout pas ça chez vous. Et à la fin, je termine par générer ce qu'on appelle le kubeconfig, qui est le fichier qui contient donc le certificat qui me permet de m'authentifier sur l'API serveur et qui lui dit où est-ce qu'il est disponible. Donc là, je ne sais pas où j'en suis. C'est en train de télécharger. Ouais, c'est bon. On n'est pas trop mal. J'espère. Ouais, cool. Ok. Donc là, en fait, il a configuré mon cluster démystifiant Kubernetes. Si on va voir la tête de notre kubeconfig, c'est admin.conf, je crois. Yes. Donc là, on voit un certificat que je détruirai une fois qu'on aura terminé. Voilà, il y a des infos. Bon, voilà, c'est des certificats. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'adresse IP et le port pour contacter notre serveur Kubernetes. Comme j'ai rien lancé, si je fais un kubectl getpods, il me dit connexion refusée, puisque c'est normal, on n'a rien lancé. Ok, on peut commencer à jouer. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'on allait lancer d'abord l'API serveur. En vrai, on a besoin d'abord de lancer etcd. Ah, il faudrait peut-être que je montre ce que fait le script. Donc, pour lancer etcd, qu'est-ce que je prends? Je prends un binaire, je lui donne un data-dir et je lui dis stocke tes données là-dedans. Je lui donne quelques options qui correspondent aux différents certificats dont on a parlé et quelques options pour lui dire qu'il faut qu'il écoute en HTTPS parce que par défaut, etcd n'écoute pas en HTTPS. Et comme tous nos flux non chiffrés sont chiffrés, ça serait pénible. Donc voilà, c'est quand même relativement simple. Je lance juste un binaire, on lui donne un dossier, quoi. C'est pas non plus la fin du monde. Donc, run etcd. Donc là, c'est très verbeux. etcd, c'est du Go, ça log beaucoup. Le message important que je souhaite que vous regardiez ici, c'est que etcd nous dit qu'il sert bien du trafic pour des clients de manière sécurisée. Donc ça veut dire qu'il est bien lancé, il est correctement disponible.
Donc on peut passer à l'étape suivante. Étape suivante, donc je pense que vous avez compris, on va lancer beaucoup de scripts. Euh, donc étape suivante, c'est l'API Server. Donc l'API Server, une fois de plus, c'est juste un binaire. On lui donne des options de certificat, on lui donne des options pour dire où se situe etcd. Donc typiquement, là, on a dit que etcd, c'était HTTPS 127.0.0.1 sur le 23.79. On lui donne de quoi se connecter à etcd. Et deux petits flags que j'étais obligé de mettre, sinon la démo ne marchait pas. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vous laisserai aller voir la doc à quoi ils servent. Ok, donc maintenant je peux lancer mon API server. Donc là pour l'instant, pas trop compliqué, j'ai quand même lancé que deux binaires, hein. Ça va. Ok, très bien. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est si ça fonctionne. Si je fais un kubectl cluster info, normalement, il me devrait me dire qu'il arrive à se connecter. Alors je ne l'ai pas fait juste avant de lancer l'API server, c'est un peu dommage. Mais si je l'avais fait avant, ça m'aurait dit que ça ne marchait pas. Et là maintenant, il dit qu'il voit bien un control plane qui tourne sur cette adresse-là. Si j'ai envie de montrer toutes les API qui sont disponibles par défaut sur Kubernetes, quand on lance Kubernetes, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a déjà un sacré paquet. Il y a les nodes, il y a les pods. Voilà. Et donc vous pouvez voir tout ce qui est disponible sur votre cluster avec sa version, puisque c'est des API, donc tout ça c'est versionné. Cool. Très bien. J'ai un serveur d'API, j'ai une base de données pour persister mes manifestes, donc allons-y. Déployons des applications, on va bien voir ce que ça va faire. Donc ça correspond au manifeste YAML que je vous montrais tout à l'heure, donc le kind deployment, donc celui qui va correspondre à notre application. Je vais essayer de le déployer, on va bien voir ce qui se passe. Pour ça, j'utilise la commande kubectl-f, non, apply, pardon, apply-f, deploy.yaml. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis content parce que ce que m'a répondu l'API server, c'est qu'il avait bien créé mon deployment. Et du coup, si je fais un kubectl get deploy, ce qu'il me dit, effectivement, c'est qu'il y a un deployment qui s'appelle web. Par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, il y en a 0 qui sont disponibles, 0 qui sont ready, 0 qui sont up-to-date. Donc, Kubernetes a bien pris en compte le fait que j'avais envie de créer une application, mais pour l'instant, il n'arrive pas à la créer. Et c'est normal, parce que je vous ai menti. Il ne suffit pas d'avoir juste un serveur d'API et une base de données pour faire marcher Kubernetes, sinon ce serait trop facile. Il va nous manquer d'abord un composant qui s'appelle le controller manager. Le controller manager, c'est un binaire, un de plus, en Go, qui va avoir une liste de contrôleurs. Et les contrôleurs, qu'est-ce que c'est? C'est juste simplement des boucles de contrôle. Donc c'est des petits programmes en Go qui vont, ou en autre chose, qui vont se connecter à l'API server, qui vont s'abonner à un type d'événement donné, et qui vont, en fonction de ce qui va se passer, réagir en conséquence. Un bon exemple de contrôleur, c'est le Replication Controller. Quand vous allez créer un deployment dans Kubernetes, le Replication Controller, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter qu'il y a un nouveau deployment qui est créé, il va créer un replica set, et après ce replica set va créer des pods. Il y a d'autres types de contrôleurs, il y en a un qui s'appelle le Endpoint Controller, le Namespace Controller, le Service Account Controller. Il y en a une liste très importante, très longue, sur le doc de Kubernetes. Ce controller manager, il va aussi servir pour nos Custom Resource Definitions. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait étendre les fonctionnalités de l'API. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des nouvelles API, qu'on appelle donc des CRD. Et ces nouvelles API, elles vont nous permettre de gérer d'autres types d'objets que les objets par défaut dans Kubernetes. Typiquement, c'est très utile pour les, par exemple les outils tiers, comme je sais pas, si vous voulez instancier des bases de données MongoDB avec leur cycle de vie dans Kubernetes, ben, vous allez rajouter des CRD et un opérateur qui va gérer tout le code et qui va permettre de créer des bases de données MongoDB dans votre cluster Kubernetes avec juste une commande kubectl et un manifeste YAML. Controller Manager, il gère aussi les fournisseurs de stockage. Dans Kubernetes, on peut commander du stockage à un fournisseur de stockage, que ce soit du S3 sur votre cloud provider préféré ou des volumes physiques si vous êtes on-prem. Et donc tout ça, c'est géré par le Controller Manager.
Ajoutons donc un contrôleur manager. Ok, donc le contrôleur manager, j'ai bien entendu un script pour ça. On va faire un petit clear avant pour que ce soit plus clair. Là encore, une fois de plus, je vous ai pas menti, c'est simplement un binaire qu'on va lancer avec, une fois de plus, les options de certificat pour qu'il puisse se connecter. La petite différence par rapport à tout à l'heure, c'est que maintenant, on se connecte à l'API serveur, et donc du coup, j'ai besoin de m'authentifier sur cet API serveur. Donc là, je lui donne mon cube config. Là encore, ne faites pas ça chez vous, hein, ne réutilisez pas le même certificat et le même cube config pour tous vos services. Normalement, il en faut un pour chaque. Et là encore, j'ai été obligé de rajouter quelques options pour que ça marche à tous les coups. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que au-delà de la démo que je vous fais aujourd'hui, il y a plusieurs options. Donc, vous pourrez tester des trucs différents. Euh, voilà. Là, on va juste se contenter de lancer notre contrôleur manager, tout simple. Et alors là, je crois pas qu'on va voir. Alors si, ça c'est intéressant. Donc, si vous êtes assez rapide parce que ça va avancer, là on voit qu'il démarre des contrôleurs en fait. Donc là, il a démarré notre contrôleur. Désolé, c'est parti. Et là, voilà. Là, il a vu qu'il y avait un nouvel événement qui était arrivé. Il a vu qu'il y avait un deployment qui s'appelle web et qu'il faut qu'il scale un réplica à 2. Et ensuite, il a vu deux autres événements qui est qu'il y a des objets qui ont été créés, donc des pods. Et ces deux pods qui sont créés, ben, ça génère un événement qui lance un autre contrôleur. Donc on voit bien que nos actions sur l'API serveur se retrouvent gérées par les contrôleurs dans le contrôleur manager. Cool. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Est-ce qu'on peut aller voir notre deployment? Est-ce qu'il fonctionne, vous croyez? Get deploy. Ah, hop, hop. Typo. Alors on voit que là, UpToDate est passé à 2, mais par contre, il n'y a toujours rien qui est ready. Il nous manque encore quelque chose. Il nous manque un scheduler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de ma petite présentation, ce que je vous ai dit, c'est que quand on est venu me voir pour me parler de Docker, la première chose que j'ai dit, c'est bah, moi, ça ne m'intéresse pas ton truc. Il me faut un logiciel qui va être capable de gérer le placement des conteneurs sur une flotte de pods. Et typiquement, ça, c'est le rôle du scheduler. Le scheduler, comme son nom l'indique, c'est un ordonnanceur. C'est lui qui va prendre, chaque fois qu'il y a des nouveaux pods ou des pods à placer sur votre flotte de clusters, c'est lui qui va prendre tout un tas de contraintes, qui va faire un petit calcul, une petite moulinette. Souvent, c'est assez trivial. Et qui, en fonction donc de différentes contraintes, va décider quel est le meilleur node pour placer votre pod. Donc les contraintes qu'on va typiquement lui mettre, ça va être des réservations de CPU, de RAM. Donc voilà, mon appli, elle a besoin de 4 Go de RAM. Si j'ai pas un nœud avec 4 Go de RAM, ben, je peux pas la placer. On va pouvoir rajouter de l'anti-affinité, de l'affinité, ça peut être très utile. On peut sélectionner des nœuds avec le node selector. On peut rajouter des taints, des tolerations. On peut faire des trucs pas mal. Le comportement du scheduler est parfois un peu bête. Ça arrive. Il y a des schedulers qui sont... tous les éléments de Kubernetes sont remplaçables. Et donc, il y a des implémentations d'autres schedulers. J'en avais une qui marche pas malheureusement, mais j'en avais une en bash. Il y avait quelqu'un qui avait écrit un script bash de 70 lignes pour simuler le fonctionnement du scheduler. Et si ça avait marché, je vous l'aurais montré parce que c'est trop rigolo. Ajoutons donc un scheduler. Ok, donc mon scheduler, qu'est-ce que c'est? Non, je suis allé trop loin. Donc alors là, le scheduler, encore une fois, c'est un binaire. Et alors lui, c'est le plus simple en termes de lancement. Il a juste besoin du cube config pour se connecter à l'API serveur et il se débrouille. Donc là, vraiment, super simple. Je le lance et là, c'est bon.
Donc là, ce qu'on voit, je ne vous ai pas montré, mais depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas menti, on tourne bien sur la 1.29.0 alpha 1. Voilà. Et donc, on voit qu'il sert de manière sécurisée, il a bien démarré, il a récupéré une lise. Le scheduler, ce n'est pas un composant hautement disponible. On peut faire que du actif-passif. Donc voilà, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne à un moment donné dans le cluster, même si vous en avez plusieurs. C'est pour ça qu'il a besoin d'acquérir une lease, un bail, je crois. Yes. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vérifier si le deployment est lancé. Je pense que vous avez compris qu'il manque encore des bouts. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que on a terminé, on a l'ensemble des composants dont on a besoin pour notre control plane. On a les composants, en tout cas les plus importants. On a le TCD pour la persistance, l'API server, le controller manager et le scheduler. En théorie, on a un control plane fonctionnel. Le truc, c'est que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on va déployer des conteneurs dans des nœuds. Et en fait, j'en ai configuré aucun. Aujourd'hui, j'ai aucun nœud dans mon cluster. Donc de toute façon, le scheduler, lui, ce qu'il va dire, j'aurais pu vous le montrer, mais c'est qu'il n'y a aucun nœud disponible pour déployer mon application. Donc il va nous falloir tout un tas de composants pour nos nœuds. Le premier composant dont on va avoir besoin, c'est le kubelet. Le kubelet, c'est en gros l'agent du Kubernetes. C'est celui qui se connecte à l'API server et qui demande à l'API server, est-ce que tu as du travail pour moi? Une fois qu'il récupère la liste des pods qu'il doit lancer, liste des pods qui a été déterminée par le scheduler, c'est lui qui va piloter le container runtime. Le container runtime, c'est ce dont je disais, c'est l'outil qui nous permet de lancer nos conteneurs, nos processus. C'est lui qui va ajouter et supprimer les pods sur le nœud. C'est lui qui va surveiller l'état des pods. S'ils ne sont pas en bonne santé, il les tue et les relance. Notamment s'ils consomment trop de RAM ou s'ils ne répondent plus au health check. Et donc du coup, j'ai déjà introduit un deuxième composant dont on va avoir besoin. On va avoir besoin d'un container runtime. Historiquement, comme Docker est arrivé et a complètement bouleversé la façon dont on s'est mis à développer des applications, pendant très longtemps, c'était Docker qui tournait, comme sur les POPs de dev. Docker tournait aussi sur les serveurs Kubernetes. Il y a eu un drama autour de, j'ai oublié, autour de la 1.24 justement. Il y a eu une très mauvaise communication de la team de Kubernetes qui a dit le Docker shim. Le Docker shim, c'est le composant qui est entre le kubelet et le runtime, qui permet de traduire les instructions du kubelet en instructions que comprend Docker. Le Docker shim, qui était livré avec Kubernetes, n'est plus supporté depuis la 1.24. Les gens ont tous compris que Docker n'était plus supporté dans Kubernetes. Ça a été une panique sans nom. En vrai, c'était juste le Docker shim qui était plus supporté. Néanmoins, Docker, ce n'était pas forcément le runtime le plus adapté. Ça, voilà, ça dépend des besoins de chacun, on va dire. Et donc, c'est souvent Containerd qui a émergé comme l'alternative la plus crédible et probablement la plus répandue aujourd'hui. Mais il y en a d'autres, puisque je vous disais qu'on peut lancer tout un tas de types de conteneurs différents sur Kubernetes. Une fois que j'ai dit ça, il nous manque encore un autre composant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur de Kubernetes, les conteneurs, je vous ai dit, ils ont une IP. Cette IP n'existe pas en fait. Elle existe que dans les limbes de Kubernetes. Si jamais vous allez vous connecter sur un serveur, potentiellement cette IP, vous la verrez pas. Enfin, c'est pas une vraie IP que vous pouvez contacter depuis le monde extérieur, avec quelques exceptions. Donc il va nous falloir un réseau interne virtuel pour que tous nos pods puissent communiquer entre eux d'abord et ensuite communiquer vers l'extérieur. Pendant longtemps, en tout cas les premières implémentations de ce réseau virtuel de Kubernetes, on a utilisé iptables. iptables qui est un utilitaire Linux qui permet d'ajouter des règles de sécurité de firewalling. Il se trouve que iptables a plein de limitations, notamment quand on commence à avoir des gros clusters, c'est assez gênant. Et donc du coup, il y a d'autres implémentations qui se basent sur IPVS ou eBPF, dont parlait encore Sébastien ce matin. Tout est lié. Donc voilà, grosso modo, on se retrouve avec ça. Donc ça, c'est un magnifique serveur, hein, comme vous l'aurez reconnu.
qui a un range d'adresses IP dans lequel nos pods vont être. Et il y a un gros globi-boulga de réseau. Là, pour le coup, c'est un peu automagique, qui permet à tous ces pods de discuter entre eux et de discuter avec l'extérieur. Ce réseau virtuel interne de Kubernetes, il a un nom. Il s'appelle le CNI pour Container Network Interface. C'est un contrat d'interface. Et il y a des gens qui implémentent des CNI plugins qui sont en fait une implémentation de ce contrat d'interface. Les plus connus, je vous en ai cité quelques-unes là. On a Flannel, Calico, Cilium. Moi, à titre perso et pro, j'utilise Cilium. On a aussi utilisé Flannel par le passé et un peu Calico. Moi, j'aime beaucoup Cilium. Sébastien en parlait ce matin. C'est justement parce qu'ils ont mis vraiment beaucoup d'efforts sur eBPF et ça apporte vraiment une rupture technologique. Et c'est celui qu'on va déployer aujourd'hui. Vous entendrez peut-être parler d'un autre composant qui est optionnel, qui s'appelle le kubeproxy. Le kubeproxy, c'est celui qui va nous permettre de créer les règles IP-tables de manière dynamique pour router le trafic depuis les services uniquement sur les pods qui sont vivants, qui sont sélectionnés par notre service en tant que back-end, en tant que endpoint. Ça fait ces espèces de trucs horribles là, ces grosses règles avec des chains IP tables. Nous, comme on va utiliser eBPF et Cilium dans cet exemple, on n'en aura pas besoin. Mais par souci d'exhaustivité, je vous en parle quand même. Oups, j'étais un poil loin. Ok, donc on va rajouter les composants qui nous manquent. Donc le premier composant que je vais être obligé de lancer, je vais le montrer lui aussi, c'est containerd, notre container runtime. Une fois de plus, c'est rien de plus qu'un binaire. Et en plus, cette fois-ci, on va même pas s'embêter à le connecter à l'API server, puisqu'en réalité, c'est le kubelet qui communique avec l'API server. Donc on a juste besoin de lancer le container runtime et il n'y a rien d'autre à faire de plus. Ce qu'il va remarquer, lui, c'est qu'il y a quand même une petite erreur qui pop, c'est qu'il n'a pas de CNI. Donc il a remarqué tout de suite qu'il ne pourrait pas lancer de conteneur tant qu'il n'aurait pas du réseau. D'ailleurs, on peut aller vérifier. Si on fait un kubectl get deploy, on n'a toujours pas nos apps qui sont ready. Si on fait un kubectl get pods, on voit bien qu'il nous a créé donc nos deux pods, mais ils sont en statut pending. Hop, describe pods web, on s'en fiche, lequel, peu importe. Voilà, donc le scheduler rapporte bien qu'il n'arrive pas à déposer les pods quelque part, puisqu'il n'y a pas de nœuds qui sont disponibles. Et si je fais un kubectl get nodes, c'est même pire que ça, j'ai pas de node du tout. Pourquoi j'ai pas de node du tout? Parce que j'ai pas lancé de kubelet. Ok, donc à quoi ça ressemble lancer un kubelet? Lancer le kubelet, c'est lancer une fois de plus juste un binaire avec un kubeconfig. Et il faut quand même qu'on lui donne une petite info complémentaire qui est de savoir où il peut discuter avec le container runtime. Dans notre cas, containerd. Ok, super. Lançons le kubelet. Alors là, si on est assez rapide, normalement, on va voir qu'il va enregistrer le nœud quelque part. Attempting to register node, node égale cube. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il a communiqué avec l'API serveur, il a vu qu'il n'était pas enregistré en tant que nœud du cluster, et il s'est enregistré. Donc là, c'est cool. Là, c'est cool, on est bien là, on est pas mal. Hop, kubectl, get nodes. Là, on voit qu'on a un nœud cube qui a 29 secondes. Et il est en statut not ready. Et si on va voir pourquoi, certains l'auront probablement deviné. Il n'est pas content parce que... Ah zut, j'ai pas assez de place. Il n'est pas content parce qu'en fait, il n'a pas le réseau. Je ne sais pas si je le vois là, j'arrive pas à le voir. Mais bon, je vous demande de faire confiance. Ah si, c'était écrit. Il n'a pas encore de container network de CNI. Il n'a pas encore de CNI plugin. Donc c'est ce qu'on va ajouter. Donc là, dans les CNI plugins que j'avais mis à dispo,
On a Cilium, il y a aussi Calico et Flannel. Cilium, qu'est-ce que c'est? Alors Cilium, il y a plusieurs façons de l'installer. Il se cherche un petit peu, j'ai l'impression, dans la façon d'installer Cilium. Attendez, je vais faire un petit clear qu'on voit mieux. Il y a un binaire. Il y a un binaire qui s'appelle Cilium, qui est une CLI qui permet d'interagir avec Cilium. Et on fait un Cilium install et ça installe Cilium sur notre cluster en se basant sur notre kubeconfig perso. Il y a une autre façon de l'installer. Quand on veut modifier des options un peu plus poussées, il vaut mieux utiliser la chart Helm. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chart Helm? C'est un gestionnaire. C'est à la fois un gestionnaire d'applications. Donc, une chart Helm, c'est un template de YAML pour déployer des applications. Et c'est aussi le client qui va permettre de les déployer. Donc, il y a un petit peu une confusion là-dessus. Un peu comme Docker et le Docker Hub d'ailleurs. Ok. Donc là, pour faire simple, je fais juste un Cilium install avec le binaire. Et en fait, ça va ni plus ni moins que déployer des objets sur notre cluster. Donc là, j'ai pris la toute dernière version. Et si je fais un kubectl getpods-a, ce qu'on va voir, c'est qu'il est en train de lancer notre agent Cilium sur notre nœud. Donc là, il est en cours d'initialisation. Une fois qu'il sera marqué running, le node devrait passer en ready. Voilà. Et une fois que c'est fait, le pod passe à l'état running. Donc ça y est, on a nos deux applications qui sont disponibles. Pour l'instant, on ne peut rien en faire. On peut juste se connecter dessus, éventuellement faire un curl pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je ne vais pas pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Parce que je n'ai pas mis de load balancer devant, donc le fameux service, et j'ai pas mis d'ingress. Oui, il n'y avait pas de CNI, et on l'a installé avec Cilium. Oui. Alors, oui, il y a des. Alors, c'est l'œuf et la poule. Si on n'a pas de CNI, le nœud n'est pas ready. Mais si le nœud n'est pas ready, on ne peut pas démarrer des pods. Donc du coup, ça se mord la queue. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de pods qui peuvent démarrer même si les nœuds ne sont pas ready. Et c'est notamment le cas des pods pour les CNI plugins. Parce que sinon, on ne pourrait jamais rien démarrer en fait. Mais c'est une très bonne question. J'en étais où? Ouais, yes. Ce que je vous ai pas dit, et là promis, c'est la dernière fois qu'il manque un composant et après on a tout, c'est que au même titre que le CNI plugin est une implémentation du contrat d'interface du CNI, il n'y a pas d'ingress controller, donc le composant qui gère les ingress, officiel de Kubernetes. Si vous allez dans la doc de Kubernetes, vous verrez peut-être parler de Nginx, mais c'est pas parce qu'il y a Nginx dans la doc de Kubernetes que c'est l'ingress controller officiel de Kubernetes. Il n'y en a pas. Il y a plein de gens qui ont juste respecté le contrat d'interface pour gérer l'ingress API et qui les mettent à dispo. Donc il va falloir qu'on ajoute dans notre cluster un ingress controller pour gérer l'ingress, le reverse proxy. Je parle d'ingress parce que c'est l'API la plus répandue pour faire ce genre de choses. Sachez que depuis quelques années, il y a une nouvelle API qui est en cours de développement, qui commence à être plutôt bien adoptée, qui s'appelle la Gateway API. Et si je vous dis ça, c'est que si jamais vous vous lancez dans Kubernetes, il faut vraiment que vous regardiez avec, de manière un peu sérieuse la Gateway API, puisque les développeurs de Kubernetes ont annoncé officiellement qu'ils supportaient toujours l'Ingress API, mais qu'ils ne feraient plus aucune évolution dessus. Et il y a des trucs un petit peu embêtants, des fonctions qui manquent, qui sont vraiment un peu gênantes dans l'Ingress API. C'est vraiment dommage qu'il l'ait un peu mise de côté en disant elle n'est pas dépréciée, on la supporte toujours, mais on ne fera plus de nouveaux développements dessus. Donc allez plutôt voir la Gateway API. C'est plus puissant, c'est plus agnostique, ça permet de faire du multi-cloud, ça permet d'ajouter plus d'agnosticité, et c'est plus puissant. Non, c'est pas la fin de la démo. Oui, enfin, on finit la démo. Parce que là, pour l'instant, on n'a rien qui fonctionne. Donc, j'ai lancé mon CNI. J'ai pas encore. Ah oui, si. Ce qu'on peut faire qui est rigolo,
c'est que donc du coup, j'ai mes pods qui sont disponibles et j'ai pas encore déployé le service. Donc, je fais un kubectl apply -f service et j'ai pas montré ce qu'il y a dedans. Donc, le service, pour rappel, c'est du YAML. Ça nous dit qu'on a un port d'entrée, un port de sortie, qu'on vise un sélecteur. Le sélecteur, c'est le label sur lequel on va discriminer les pods qu'on va viser avec notre service. Clear. Et donc, du coup, si je fais un kubectl get svc web ou YAML, non, c'était pas ça que je voulais faire. Clear, pardon. Kubectl describe service web. Ce qu'on peut voir ici, c'est que donc on a bien créé notre load balancer, qu'il a bien sa petite IP d'entrée, qu'il a bien un endpoint, deux endpoints qui sont nos deux serveurs web, qui se sont enregistrés dans la liste des endpoints disponibles, puisque les deux sont ready. Et donc du coup, on peut passer à l'ingress controller. Donc l'ingress controller, hop, j'ai choisi trafic, pas mal, hein, c'est français. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai déjà un petit peu introduit ce qu'était Helm, donc le package manager entre guillemets d'application. Donc, on ajoute un dépôt dans lequel il y a des charts. On installe ensuite nos manifestes YAML templétisés avec, donc je lui donne un petit nom de trafic. Je lui dis d'aller chercher la chart qui s'appelle trafic. Je configure des ports, le 30080 et le 30443. Et, euh, et voilà. Donc allons-y, on peut les lancer à la main. Hop, normalement j'ai déjà ajouté. Tac. Trafic existe déjà. Enfin, alors, trafic existe déjà. Ça, c'est juste pour dans la liste de mes dépôts de repository, de chart Helm. Par contre, ce qu'on voit, c'est que voilà, il vient de déployer Trafic. Et kubectl get pods. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que j'ai un pod supplémentaire, le pod Trafic, qui va être notre reverse proxy, notre seul point d'entrée à notre cluster. Si je regarde les services, je remarque que j'en ai un nouveau qui écoute sur les ports 30080 et 30443 de mon... Ah, flûte. Yes, c'est pas grave. Voilà, qui écoute bien comme il faut. Ce que je voulais vous montrer, je vais voir kubectl. Ce que je voulais vous montrer, c'était, je voulais vous montrer que je n'avais pas triché, qu'il n'y avait pas de site web qui était disponible. Donc pour l'instant, on n'a pas d'ingress. Donc là, j'ai mon adresse qui pointe sur mon cluster, sur le port 30080. Et là, si j'essaye d'y accéder, ça me dit page not found. Donc là, on est connecté sur Trafic. Et comme il n'a pas d'ingress pour rediriger quand il reçoit cette URL-là, que vous ne devez pas voir parce que c'est écrit trop petit, il me dit page not found. Ok, cool. Et donc du coup, je vais ajouter l'ingress, kubectl apply-f ingress.yaml. Et là, normalement, si tout se passe bien, attention, hein, si ça casse, vous pouvez vous moquer de moi. Ouh! Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur le conteneur qui s'appelle, le pod en tout cas, qui s'appelle web, je ne vais pas tout vous dire, mais rd6lh. Si je fais un petit refresh, on voit que en fait, les requêtes sont dirigées à peu près pour moitié-moitié sur l'un ou sur l'autre de mes réplicas. Et pour vérifier que c'est pas triché, getPods, c'est bien les noms mp machin et rd6lh. Donc là, on est bien sur mes petits conteneurs que j'ai lancés il y a 20 minutes. Yes. Donc du coup, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que Kubernetes, c'est pas du tout magique. C'est même assez basique. En tout cas, dans son fonctionnement interne. Parce que je suis d'accord qu'après, à l'utilisation, c'est quand même bon. Mais le fonctionnement interne de Kubernetes, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que
Un serveur d'API, si vous êtes développeur des serveurs d'API, vous en faites tous les jours. Un ordonnanceur, donc ça c'est la partie qui, moi, Ops et SRE, m'intéresse, parce que j'ai envie que mes pods soient correctement gérés sur ma flotte de serveurs. C'est des boucles de contrôle. Toute l'intelligence de Kubernetes, c'est dans ces boucles de contrôle, donc c'est dans le controller manager. C'est là où toute l'intelligence, ben voilà, je crée un deployment, ça crée des pods. Je crée un namespace, ça crée un service account. Ce genre de choses. Et tout ça, donc, c'est contenu dans le controller manager. C'est un ou plusieurs containers runtime. Donc, ben voilà, on lance des conteneurs. Donc, ben, il faut quelque chose pour démarrer ces fameux conteneurs. Et un réseau virtuel. Et finalement, c'est quelques choix techniques. Il faut choisir un CNI, ok. Il faut choisir un ingress controller. Il faut probablement choisir un fournisseur de stockage. Mais grosso modo, c'est quand même plutôt simple. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous prouver aujourd'hui. Et c'est tout pour moi. Je pense qu'on a le temps pour un peu de questions, s'il y en a. Et sinon, hop, il y a les feedbacks. Il n'y a pas de questions, j'étais trop clair? Ou c'est la digestion qui vous travaille? Ah oui, vas-y. La différence entre un deployment et un replica set. Oui, c'est ça. Alors en fait, le deployment, donc quelle est la différence entre un deployment et un replica set? Le deployment, c'est ce qu'on va manipuler. Le replica set, c'est un objet qui va nous permettre de définir les différentes versions du deployment. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai une image en version 1. Le deployment crée un replica set qui va créer les réplicas pour cette image 1. Et si jamais je veux passer sur une version 2, il va créer un nouveau replica set. Il va avec la nouvelle version de l'image. Et une fois que le rollout aura été fait correctement, il pourra détruire les versions. Ça permet aussi de faire les rollbacks. Ça sert aussi à ça, le replica set. Il y a un objet intermédiaire qui sert à ça. Une autre question? Il y a des stickers Deezer aussi pour ceux qui posent des questions. Non, ça suffit pas à vous convaincre? Bon, je vous les donnerai quand même. Je suis pas méchant. Merci à tous. N'hésitez pas à voter.